Bonsoir à tous et bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'On va plus loin. Et au programme ce soir, 91 parlementaires volent au secours de l'avion. Dans une tribune, ils s'inquiètent des attaques contre le transport aérien. Honte de prendre l'avion, taxe sur le kérosène, TVA sur les billets ou encore interdiction de prendre des vols domestiques quand il est possible de prendre le train. Ils mettent en garde contre le risque d'enclavement des territoires et l'impact sur l'économie. Tout ça au nom de la lutte contre le réchauffement climatique. Faut-il arrêter l'avion pour sauver la planète? C'est le thème de notre grand débat ce soir. Et je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il oppose ce soir Karine Bécard à Sophie de Ravinel. Nous reviendrons sur le Tour de France de Gérard Larcher, entamé vendredi à Valenciennes. Le président du Sénat veut repartir des territoires pour reconstruire la droite et sauver les prochaines élections sénatoriales. Alors que La République En Marche rêve de gagner du terrain à la Haute Assemblée pour faire passer ses réformes. On en parle avec nos invités. L'actualité à l'étranger, c'est ce revers historique pour Erdogan à Istanbul. Le candidat laïque Ekrem İmamoğlu a remporté les municipales. Un résultat qui vient fragiliser le président turc dans la plus grande ville du pays, socle de son pouvoir. Cette victoire de l'opposition consacre-t-elle l'émergence de nouveaux responsables politiques? Avant de poser la question à Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction du Point, on voit tout de suite ce sujet de Sandra Cerquera. Premier bain de foule après la victoire. Ekrem İmamoğlu, candidat de l'opposition, a remporté la mairie d'Istanbul. Il a obtenu un peu plus de 54% des voix. Ce n'est pas une victoire, c'est un nouveau commencement. Il se dit prêt à travailler en harmonie avec Erdogan. Une main tendue vers le président turc, qui essuie quant à lui sa pire défaite électorale depuis 2002. Il y a 3 mois, Ekrem İmamoğlu avait déjà remporté cette élection. Mais l'AKP, le parti au pouvoir, avait alors dénoncé des irrégularités et fait invalider le scrutin. Cette fois-ci, la victoire du candidat du CHP est sans appel et son adversaire n'a pas tardé à reconnaître sa défaite. J'espère que notre ami Ekrem İmamoğlu servira au mieux Istanbul. Nous ferons de notre mieux pour l'aider. Cela faisait 25 ans que la mairie d'Istanbul était aux mains de l'AKP. Dans les rues, les partisans d'Ekrem İmamoğlu exultent. Notre bonheur ne fait que commencer, nous attendons ça depuis 17 ans. İmamoğlu a accompli notre souhait, nous avons cru en lui et il a cru en nous. Gagner Istanbul, c'est gagner la Turquie, c'est l'une des devises du président turc. Alors pour les militants du CHP, le nouveau maire d'Istanbul est le candidat tout désigné de l'opposition, capable de défier Erdogan s'il se présentait à la présidentielle de 2023. Et Christian Macarian nous a rejoint sur ce plateau, directeur délégué de la rédaction de l'Express, spécialiste des questions internationales. On voit se camoufler, je le disais, pour Recep Tayyip Erdogan. On se souvient, il avait fait annuler la première élection d'Imamoglu le 31 mars. À l'époque, il y avait 13 000 voix d'avance sur l'ancien Premier ministre Binali Yildirim. Cette fois, c'est 700 000 voix, une victoire écrasante. C'est vrai que ça s'était finalement transformé en un plébiscite, un test pour la popularité d'Erdogan, cette élection. Oui, Erdogan a personnalisé au dernier degré ce scrutin. Il l'a fait rejouer, comme vous venez de le rappeler, après l'avoir invalidé, pour des prétextes assez fallacieux. Et au total, ça se solde par une défaite tout à fait cinglante pour lui. Une défaite d'autant plus cinglante qu'il a affronté beaucoup de difficultés sociales et économiques par ailleurs. Et surtout, c'est la faille dans l'armure d'Erdogan. Il propulse à travers cette élection d'Istanbul, son possible rival du futur, puisque l'élection présidentielle prochaine se jouera en 2023. Mais sans anticiper, restons-en aux faits actuels. Le maire d'Istanbul, légalement élu, Ekrem İmamoğlu, réalise un score très impressionnant. 9 points d'avance, on l'a dit. Oui, et près de 800 000 voix d'écart, c'est considérable. C'est une ville de 16 millions d'habitants, 10 millions d'électeurs, et il faut analyser un petit peu ce vote. Et alors justement, quelle est votre analyse? On dit parfois qu'il a aussi payé Erdogan finalement le mépris du processus électoral. Alors il y a Erdogan, il y a le rejet d'Erdogan, il y a le fait qu'évidemment cette élection municipale s'est transformée en référendum pour ou contre Erdogan, et en l'occurrence c'est contre Erdogan de façon cinglante, mais il y a aussi le fait que derrière tout cela, c'est Istanbul, la multiculturelle, la polyglotte, Istanbul qui est ouverte sur le monde, Istanbul qui représente un tiers du PIB de la Turquie, c'est considérable, Istanbul la vivante et la battante, une ville européenne,
qui inflige à la capitale, Ankara, et à son maître, Erdogan, une défaite. Pourquoi? Parce qu'en grande partie, Ekrem İmamoğlu a joué sur le ressort démocratique, sur la liberté d'expression, sur le trop-plein atteint par Erdogan, sur l'excès et l'abus de pouvoir, mais aussi, et ça c'est l'habileté d'Imamoglu, il a joué sur le caractère pluriconfessionnel et pluriethnique d'Istanbul. Par exemple, c'est une ville, Istanbul, qui compte 3 millions de Kurdes. Incontestablement, en faisant appel à la tolérance vis-à-vis des Kurdes, des chrétiens grecs, des chrétiens arméniens, des chrétiens assyriens, Imamoglu a fait une campagne résolument moderne. Est-ce que ça veut dire aussi que la contestation démocratique est encore possible en Turquie malgré la restriction des libertés? Alors, les lois qui ont été votées à l'instigation d'Erdogan restent en vigueur. Il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne. Mais, comme je le disais précédemment, c'est le point d'arrêt du développement de la concentration des pouvoirs d'Erdogan. À partir de là, ou bien il y a un schéma de régression avec une contestation qui s'organise, ou bien alors on en reste là, et de toute façon, Erdogan est affaibli. Que sait-on justement de ce nouveau candidat, de celui qui va, vous le disiez, peut-être concurrencer Erdogan en 2023 Il a eu ce discours tranquille, rassembleur, vous le disiez, mais il était encore inconnu du grand public finalement il y a 6 mois. Il était inconnu, mais c'est un homme opiniâtre qui s'est battu avec ténacité, et ça n'est pas un révolutionnaire, il ne faut pas le caricaturer comme le fait le parti d'Erdogan, l'AKP, en le transformant en représentant des minorités anti-turques, en essayant de lui affubler toutes sortes d'étiquettes dégradantes. Laïque, mais pas laïcard. Non, il n'est pas laïcard, c'est un homme religieux. Attention, c'est un pratiquant lui-même, c'est pas un échevelé libertaire. Pas du tout. C'est un homme qui est né dans un milieu traditionnel, au bord de la mer Noire, à Trabzon, l'ancienne Trébizonde. Et c'est un homme qui s'est fait en partie à la force du poignet, mais qui a respecté une ligne, au fond, démocratique, tout en étant national. Il est très national, pas nationaliste, mais patriote. Et c'est un homme qui ne représente pas une alternance subversive. Pas du tout. Il reprend les fondamentaux turcs, mais il les revisite d'une autre manière. De ce point de vue-là, il apparaît comme résolument moderniste, alors que Erdogan apparaît comme très clanique. Avec ce slogan « Tout ira bien », c'est comme ça qu'il s'est bâti. On le rappelait, Erdogan lui-même a été maire d'Istanbul pendant 4 ans. Ça l'avait justement propulsé sur la scène nationale. Il peut connaître le même destin? Alors, encore une fois, méfions-nous des extrapolations, mais il est bien parti pour. Parce qu'Istanbul, encore une fois, a la position qu'elle a à l'intérieur du pays, parce que depuis que les principaux leaders de l'opposition sont soit condamnés au silence, soit certains d'entre eux emprisonnés, c'est le cas de Demirtas, le leader kurde qui s'était présenté contre Erdogan à partir de sa prison, puisqu'il est emprisonné depuis la fin de l'année 2016, qui s'était présenté l'an dernier à la présidentielle anticipée de juin 2018, et Demirtas, qui a lui aussi incarné la modernité, le pluriculturalisme de la société turque, a été cloué au silence, condamné au silence. Et là, la façon dont Imamoglu ressurgit, en reprenant en partie les succès qui étaient ceux de Demirtas précédemment, montre qu'il y a une pulsion au changement à l'intérieur de la société turque, bien sûr dans les élites, mais pas seulement, dans les catégories éduquées, les avocats, les juristes, tous ceux qui ont étudié, qui sont diplômés de l'enseignement supérieur, mais pas seulement. Vous voyez, par exemple, Imamoglu est un fan de football, tout en étant un musulman non pas rigoriste, mais observant. Donc c'est une sorte d'équilibre très habilement joué de sa part. Autre sujet de tension au niveau international, Christian Macarion, c'est ce qui se passe en Iran avec l'annonce de nouvelles sanctions de la part de Donald Trump. En marge du G20, il y aura une rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump. On voit aujourd'hui la France qui a un rôle à jouer, avec peut-être aussi l'Arabie Saoudite, les États-Unis, le Royaume-Uni, qui exhortent justement l'Iran à trouver des solutions diplomatiques. C'est encore possible selon vous? C'est la dernière carte qui reste aux Européens.
sans quoi les Européens, c'est-à-dire principalement les Français, les Allemands et les Britanniques, qui sont sur la même ligne vis-à-vis de l'Iran, à savoir essayer de sauver l'accord nucléaire sur le nucléaire de 2015, eh bien, la dernière carte qui reste aux Européens, c'est d'essayer de faire entendre raison à Trump, non pas pour qu'il revienne sur sa décision de sortir de l'accord, parce que c'est irrévocable du point de vue de Trump, mais pour qu'il laisse une autre initiative diplomatique avancée, puisqu'on semble avoir atteint le sommet de tension au-delà duquel on va à l'affrontement. Donc il y a une sorte d'impasse dans le positionnement diplomatique de Trump. Venir à sa rescousse alors que Trump se trouve dans l'impasse et pris dans une contradiction, d'un côté il se désengage du Moyen-Orient, comme c'est le cas en Syrie, de l'autre il fait monter la tension vis-à-vis de l'Iran. Il y a une contradiction. Trump est en campagne électorale, il pourrait être sensible à une initiative des Européens venant essayer de lui donner un coup de main pour sortir du bourbier iranien dans lequel il s'est mis tout seul. Eh bien, merci à vous, Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express. OVPL continue avec le match des idées. Il oppose ce soir Karine Bécard à Sophie de Ravinel avec cette question. Gérard Larcher peut-il encore sauver la droite? Le président du Sénat a entamé un véritable tour de France des régions. Objectif, repartir des territoires pour reconstruire un parti en ruine. À l'approche des municipales, l'enjeu est de taille pour empêcher les alliances avec En Marche qui viendraient compromettre les prochaines élections sénatoriales. Reportage de Marvin Guglielminetti avec Fabien Recker. C'est une première étape dans la reconstruction de la droite. Devant un parterre d'élus locaux, chefs d'entreprise et parlementaires, le président du Sénat s'imprègne des problématiques territoriales autour du thème de la réindustrialisation. Le but, rassembler la droite et le centre en vue des municipales. C'est du territoire, que c'est de la proximité que peut naître la nouvelle cohésion de notre pays et un projet politique dont la verticalité soit à l'inverse et qui commence par la confiance retrouvée. C'est pour ça que j'ai commencé par ces mots de Sieyès. La confiance vient d'en bas. Face à la décomposition de la droite, la stratégie est toute trouvée. Créer une plateforme programmatique qui s'appuie sur les territoires et en particulier sur les difficultés économiques des Hauts-de-France. Sur les thématiques de la reconversion, la restructuration industrielle, la mutation de notre tissu industriel et est-ce qu'il y a un avenir pour l'industrie en France? Enfin, c'est un vrai sujet de fond et l'idée du président Larcher, c'est de faire remonter tout ça par le terrain. L'objectif est surtout de retrouver la confiance des maires de droite après les échecs successifs à la présidentielle et aux récentes européennes. À défaut d'un sauveur, les Républicains cherchent toujours un leader. En attendant, Gérard Larcher joue les rassembleurs, une initiative saluée par Xavier Bertrand. Voilà la démarche qui est initiée par Gérard Larcher, qui est de dire sur le terrain, on écoute et après on fera des propositions. Moi ça me va, je lui demande aussi d'être notre porte-parole de ce qu'il a entendu aujourd'hui. Dans les débats au Sénat, il y avait des députés qui étaient là. Par contre, il y a une seule chose, c'est qu'il y a des gens qui appartiennent à des partis politiques, c'est vrai, il y en a qui n'appartiennent à aucun parti politique. Il faut respecter les deux. Avec son tour de France des territoires, Gérard Larcher a aussi en tête les sénatoriales de 2020. Car si la droite échoue aux municipales, elle risquerait alors de voir fondre sa majorité au Sénat. Bon, allez. Et avec nous pour ce match des idées, Sophie de Ravinel. Bonsoir, merci d'être avec nous, journaliste politique au Figaro. Face à vous, Karine Bécard, bonsoir, journaliste politique à France Inter. On vient de voir, c'est pas anodin, ce choix de Valenciennes pour ce premier déplacement de Gérard Larcher. On se souvient que Xavier Bertrand n'avait pas assisté justement à la première réunion organisée par Gérard Larcher. Tout un symbole là dans son travail de reconstruction. Absolument, il y a un symbole qui va sur le terrain volontairement, donc aux quatre coins de la France, et c'est dans ces quatre coins du ring, comme il l'a expliqué en déroulant un peu le programme de son Tour de France, de la droite et du centre, et donc évidemment chez ceux qui ont quitté la famille à laquelle lui appartient encore, et qu'il veut rassembler évidemment pour les municipales, pour les sénatoriales, comme il l'a bien expliqué dans votre sujet, et plus loin sans doute aussi, évidemment. Karine Bécard, c'est ça la méthode de Larcher, l'ancien ministre du Travail, le dialogue. Il a conscience que son parti est en danger. Il est gravement en danger. Il est presque en danger de mort. Ce qu'on a dit du PS il y a quelques années, enfin quelques mois, en 2017. Encore, quelques semaines. Donc il y a vraiment péril en la demeure. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui y aille. Et il a décidé très vite, effectivement, de se lancer. Alors d'abord à Valenciennes, effectivement, il y aura d'autres arrêts sur son parcours. En fait, il fait le
constat que on risque d'avoir Christian Jacob à la tête du parti. Christian Jacob, il est sympathique. Christian Jacob, il s'entend avec tout le monde. Christian Jacob, il est tellement légitimiste qu'il arrive à être chiracien, sarkozyste et puis wauquiésiste. Le problème, c'est qu'il va rien en faire de ce parti. Donc à un moment donné, il fallait que quelqu'un prenne les choses en main. Il a décidé de le faire parce qu'effectivement, dans la perspective, il y a les sénatoriales et pas question de perdre le Sénat, alors qu'aujourd'hui, le Sénat, c'est le seul bastion de l'opposition. Donc il faut absolument garder ça. Il faut colmater les brèches à droite, on le disait, mais aussi justement empêcher le départ de certains élus locaux, LR, vers La République En Marche. Oui, je pense qu'il y a une volonté de les rassurer à l'heure des municipales et surtout de résister aux pressions et aux coups de butoir qui sont provoqués par la REM en ce moment. On l'a bien vu, on en parlera peut-être, mais il y a effectivement Emmanuel Macron qui sont en direct sur les territoires et pas seulement, le gouvernement aussi, l'exécutif, ce qui est donc assez fort. Et Gérard Larcher a décidé de ça, c'est-à-dire de partir sur le terrain pour éviter les fuites, pour rassurer, pour rassembler. Et son côté bonhomme rassembleur fonctionne très bien. Et il faut savoir qu'à gauche, ils font la même chose, c'est-à-dire que les socialistes résistent tant qu'ils peuvent aussi et que Patrick Kanner ira lui aussi sur le terrain. Alors qu'on ne se trompe pas juste, oui effectivement il y a une pression, il y a des pressions énormes qui sont en ce moment portées par La République En Marche sur les Républicains. Il y a la même chose de l'autre côté, grosse pression de Marine Le Pen et du Rassemblement National pour essayer de récupérer aussi. Donc ils sont pris de partout. Je veux dire, encore une fois, il y a péril dans la demeure. Il faut se dépêcher de faire quelque chose pour exister en fait sur le territoire, pour rassurer les militants, pour essayer éventuellement d'aller chercher quelques nouveaux profils. Parce que pour le coup, il y a quand même pas mal de maires, les Républicains sortants. On oublie qu'en 2014, il y a eu une jolie vague de droite, mais il y a eu une vraie vague. Il y a du potentiel sur le terrain, sauf qu'il s'est fait oublier. Et c'est ce que disait Gérard Larcher dans le sujet encore. La confiance vient d'en bas. Et ça, lui, est un bon spécialiste pour tester le terrain et pour faire remonter effectivement ces figures qui seront là pour venir renouveler et donner un peu un nouveau jus au parti. Parce que là, franchement, c'est... Est-ce qu'il y a aussi un peu dans le collimateur de l'Élysée, Gérard Larcher? On sait que Marc Fesneau, le ministre des Relations avec le Parlement, qui était l'invité de notre matinale Territoire d'Info, a dit tout le contraire. On va l'écouter et je vous ferai réagir juste après. Les uns et les autres nous ont de la politique. Et donc que le président Larcher fasse de la politique... Mais lui en fait plus que précédemment. Ça peut pas être une découverte. En tout cas, il l'exprime plus explicitement. Mais c'est pas en soi un écueil que d'avoir des interlocuteurs qui pensent pas comme vous. Enfin, dans une démocratie, on ne discute pas qu'avec les gens avec lesquels on est d'accord. Sinon, on n'est plus tellement en démocratie. Donc c'est bien dans le débat démocratique. Je crois que le président Larcher fait tout à fait la distinction. Et je ne sens pas une dégradation profonde des relations entre le Sénat et l'exécutif. Alors, pas de dégradation entre le Sénat et l'exécutif. Pourtant, on a le sentiment que l'histoire Benalla, l'affaire Benalla, la mise en cause des proches collaborateurs de l'Élysée ne passe toujours pas auprès de l'exécutif qui cible le Gérard Larcher de plus en plus. Moi, j'entends qu'il n'y a pas de dégradation profonde. Je pense qu'il y a une dégradation tout court des relations et évidemment une politisation de cette scène municipale et sénatoriale qui s'annonce. Et ça me semble être une évidence et une obligation. Non, il y a Gérard Larcher qui est assez rond comme personnage, physiquement, mais également dans sa diplomatie, dans sa politique. Donc il arrive à pas se fâcher totalement avec l'Élysée, mais l'Élysée a évidemment pas du tout apprécié l'épisode Benalla. Alors pas tant ce qu'on a connu l'été dernier, mais tout ce qui s'en est suivi, et notamment le dernier épisode, à savoir la saisine de la justice sur un certain nombre de dossiers précis. Donc après, je suis assez d'accord avec Marc Fesneau, c'est de la politique. La pression est quand même sur lui, puisqu'on voit, il a été ciblé, notamment sur la révision constitutionnelle, sur cette demande de vote après le discours de politique générale d'Édouard Philippe. C'était quand même assez rare au Sénat, Sophie. Oui, c'est rare. Et effectivement, il y a cette confrontation qui est marquée et qui monte d'un cran, sans doute, par rapport à d'autres épisodes du même type dans le précédent quinquennat. Mais c'est intéressant parce que ça donne justement au Sénat, Gérard Larcher donne au Sénat un rôle qu'il n'avait peut-être plus jusqu'ici. Et par une figure d'opposition. Alors on pourrait l'analyser, passer beaucoup de temps à savoir pour quelles raisons. Mais je trouve que c'est intéressant effectivement de redonner au Sénat un rôle politique et Gérard Larcher. C'est ce qu'il cherche, Karine Becker, Gérard Larcher à s'ériger en leader de l'opposition. On parlait de Christian Jacob qui va avoir du travail à s'occuper du parti. Lui, il se positionne différemment justement par rapport à Emmanuel Macron. Lui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire lui, il sait qu'il est à la tête du dernier bastion de l'opposition. Le Sénat, c'est pas n'importe quoi. Donc évidemment qu'il veut garder, alors sans doute son poste de président du Sénat, mais au-delà de ça, de cette tribune politique.
politique aussi que ça représente. Ce jeu politique fort qui existe entre l'Élysée et le Sénat, ça fait partie du jeu politique classique qu'il veut garder, lui, dans ce grand nouveau monde. Et donc, à partir de là, il faut gagner des élections. Donc, on est prêt à tout pour gagner une élection. Et au-delà, ce que je disais aussi, c'est que derrière les sénatoriales, il y a aussi la reconstruction de son parti. Et la conviction qu'il a un rôle à y jouer pour rassembler cette famille-là en vue évidemment de la présidentielle et de la reconstruction de quelque chose qui sera peut-être différent de ce que peuvent être les Républicains aujourd'hui, peut-être plus quelque chose de moins organisé comme parti. Mais il a, il me semble-t-il, une volonté d'y jouer quelque chose. Alors moi, je ne suis pas certaine qu'il pense déjà à la présidentielle, parce que je pense que l'état du parti Les Républicains aujourd'hui est tel que l'urgence absolue, c'est de commencer à garder cette vague de 2014, donc de garder tous ces maires, un maximum en tout cas, pour effectivement s'assurer les sénatoriales derrière. Et si déjà il gardait le Sénat, alors je pense que Gérard Larcher, ça le satisferait sincèrement. Et puis surtout, en fait, c'est des dynamiques. Donc à partir du moment où vous avez réenclenché une dynamique, derrière, les choses se réorganisent. Naturellement. Voilà. On va passer à l'autre thème du match, puisqu'on parle beaucoup des municipales et des alliances, notamment à venir. Alors, c'est Emmanuel Macron qui est à Marseille aujourd'hui. Il a été interrogé sur les municipales en marge d'un déplacement dans les quartiers nord. Et il a déclaré finalement que sa priorité, c'était le projet qui serait porté pour la deuxième ville de France et que le choix des candidats n'entrait pas dans son rôle. Je vous propose de l'écouter. Alors moi je ne serai pas candidat au municipal à Marseille, j'aime infiniment cette ville, de toute façon je considère qu'on ne peut pas se désintéresser de Marseille quand on est président de la République. C'est la deuxième ville de France et je pense très profondément que nous avons à repenser notre espace, ce que nous avons traversé ces derniers mois de le montrer. Et la France ne peut pas réussir si Marseille ne réussit pas. Voilà, on entend Sophie de Ravenel et Emmanuel Macron. Ils se défendent de ne pas s'occuper vraiment des municipales. Ça veut dire concrètement qu'ils s'en occupent? Et oui, nous avons à repenser notre espace. Moi, je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et c'est un espace qui est extrêmement variable parce qu'on a vu sur les premières, investitures que la REM a accordées à des maires sortants ou non. Elles sont extrêmement diverses. Alors évidemment, il y en a une à Rambouillet qui est très symbolique puisqu'on parlait... On vient d'en parler, effectivement. Voilà, pour Gérard Larcher, d'autres à Clichy-sous-Bois pour la gauche, etc. Et Marseille, on a le sentiment que là, il y a une zone pour l'instant qui reste extrêmement non définie et qui a le « en même temps » qui joue à plein. C'est-à-dire le « en même temps » de la confiance donnée à ceux de la REM qui veulent des candidatures autonomes au premier tour et le « en même temps » de cette confiance a priori donnée à ceux qui militent pour des accords de premier tour avec la République En Marche là-bas, Martine Vassal, et on a l'impression que c'est à celui qui sera le plus convaincant que sera offert le dossier au final. Ça pourrait servir de laboratoire, ce qui va se jouer à Marseille, Karine Bécart. Oui, probablement, parce qu'il y a d'autres villes qui sont dans des situations un peu semblables. Après, ce qui est intéressant, je trouve, dans sa manière de verbaliser les choses, là, chez Emmanuel Macron, c'est qu'en gros, il dit comme toujours, tout est possible. Voilà. Alors qu'en fait, si on analyse bien, si on l'analyse, nous, politiquement, il est super coincé sur le dossier. C'est-à-dire qu'en gros, il dit, moi, je vais faire confiance soit à la droite, soit à la gauche. Alors, en l'occurrence, là, à Marseille, plutôt la droite. Si, effectivement, le Rassemblement national se retrouve dans une position où il pourrait gagner la ville, donc là, dans ce cas-là, j'aurais pas de problème à m'allier avec la droite. Mais en même temps, s'il fait ça, certes, il abîme un certain nombre d'élus locaux. On peut se dire, après tout, c'est que quelques élus. Non, en fait, il commence à tuer son propre parti. C'est-à-dire que derrière... les élus locaux... mais bien sûr, de ça. Et derrière... diligentée par Paris. Voilà, derrière, il y a des militants qui se battent au quotidien, pour l'instant, contre cette municipalité. Derrière, il y a des référents, il y a des élus locaux. C'est pas un parti de militants, donc en plus, c'est compliqué, parce que le peu qu'ils ont, ils le mettent en danger. Exactement. Et donc, en fait, en même temps, pour l'instant, il est plutôt coincé, mais bon, il le dit avec le sourire, il le dit comme toujours avec Emmanuel Macron. Voilà. Avec Brigitte Macron, on l'évoquait, qui était également à Marseille la semaine dernière. Qui s'est affiché bien avec Jean-Claude Gaudin lors d'un déjeuner, là aussi dans la symbolique. Sophie de Ravenel. Et la symbolique aussi était assez étrange, cette tournée, parce qu'elle est allée aussi à Lyon, enfin voilà, et elle s'est affichée de façon très très politique, ce qui n'était a priori pas jusqu'ici son cas, ou disons de façon aussi visible. Comme si elle était envoyée un peu en précurseur. En émissaire même. En émissaire, totalement. Ouais. Oui, voilà. Et c'est quelque chose qui dit peut-être quelque chose de l'acte 2, je ne sais pas, mais c'est pas habituel, oui, ça c'est sûr. En fait, ce qui est surprenant, je trouve, c'est à Lyon, pour le coup, qu'elle se déplace. Lyon, c'est Gérard Collomb. Gérard Collomb, ça a été un ami du couple.
Alors j'en parle en passé parce que je crois quand même que c'était un petit peu compliqué quand il a quitté le gouvernement. Alors je ne sais pas quelle est la relation aujourd'hui. Il y avait une part de provocation, c'est évident, dans ce déplacement. Exactement. Et en tout cas de bras de fer, qu'on voit moins à Marseille. Et alors à Marseille, c'est là où elle devient vraiment une émissaire politique. C'est-à-dire qu'elle vient voir, elle vient prendre la température, sentir ce qui est en train de se passer, parce que je ne crois pas qu'elle ait d'amitié particulière avec Jean-Claude Gaudin. Non, mais elle est avec Jean-Philippe Agresti, qui lui est un soutien de Martine Fassal. Potentiel candidat justement en marche à la mairie de Marseille. De cette ligne la présidente de la candidature qui est favorable à un lien au premier tour avec La République, avec LR justement. Moi sincèrement, ce qui m'a le plus choqué dans la séquence, c'est Nicolas Sarkozy, quand il utilisait comme émissaire ou comme chargé de mission, ou je ne sais pas quel nom lui donnait Cécilia Sarkozy, c'était des tollés. Ça faisait quand même hurler beaucoup de gens dans la classe politique et la presse en particulier. Pourquoi ça passe mieux là aujourd'hui? Et là, c'est très curieux parce qu'il n'y a pas que ça qui passe mieux. Il y a énormément de choses qui passent mieux, comme s'il y avait une espèce de climat, je ne sais pas si on pourrait dire de gel, de crainte d'un retour de gilets jaunes, de manifestations sociales ou sociétales ou quoi. Mais il y a énormément de choses qui sont mises en œuvre là, qui n'auraient jamais été tolérées sous François Hollande, encore moins sous Nicolas Sarkozy, alors que la façon d'être d'Emmanuel Macron est très semblable à celle de Nicolas Sarkozy en matière de rapport de force. Il y a quelque chose qui tient de la réussite chez Emmanuel Macron, peut-être, parce que lui arrive à imposer cela sans que cela suscite, ou alors quelque chose qui mettre au crédit d'Emmanuel Macron, Karine Bécard? Alors moi je le mets pas au crédit d'Emmanuel Macron, je le mets plus au crédit de la situation politique dans laquelle on est aujourd'hui, d'une instabilité totale, avec extrêmement de difficultés pour nous quand même d'analyser assez justement tout ça, parce que les règles politiques ont quand même beaucoup bougé, et puis face à Emmanuel Macron aujourd'hui, il a passé son temps finalement à faire ça, et il continue à le faire, à mettre en face de lui systématiquement le Rassemblement national, c'est-à-dire il y a cette crainte que si c'est plus lui, l'alternance ce sera le Rassemblement national, donc on se méfie quand même parfois de ce qu'on peut dire sur lui. Et donc comme si la société... Intuitivement, enfin... Non mais totalement, comme si la société s'était en quelque sorte rétrécie, gelée, et que son potentiel de protestation était à mesurer à l'aune de ce qui risquait de lui tomber dessus potentiellement pour ceux qui sont opposés et donc de ce au qui peut arriver pour la Rassemblement France. national. Donc c'est de l'autocensure quand même. Voilà. Autre thème de notre match, mesdames, ce soir, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est sorti du silence après la défaite de la France insoumise aux élections européennes. Alors il s'est exprimé, c'était lors des assemblées représentatives du parti à Vincennes, et vous allez l'entendre, il a préféré multiplier les attaques contre Emmanuel Macron plutôt que de revenir sur son mauvais score. Et il a d'ailleurs feint de s'étonner que certains réclament son départ sans vraiment faire d'autocritique. On l'écoute. Je suis stupéfait de voir que c'est à moi qu'on me demande de s'en aller. Sans que je sache de quoi, d'ailleurs, je dois m'en aller. Je suis président de groupe à l'Assemblée nationale. Je suis d'ailleurs le seul élu par les autres dans le mouvement des Insoumis. Je le signale au passage, parce que pour un dictateur, c'est quand même curieux. Être élu par... Sophie Dravinel, pas d'autocritique, on l'entend à l'instant, pas de remise à plat finalement de la ligne. Il ne part pas, Jean-Luc Mélenchon. Ah non, il ne part pas. Pas de remise à plat, pas de remise en cause apparente en tout cas. On ne sait pas exactement ce qui se passe derrière, parce qu'à la France insoumise, ça reste quand même très discret, leur mouvement interne. Autant les autres se mettent volontiers sous les caméras, chez eux c'est très très différent. Après, ce qui est à mesurer, ce n'est pas tant la volonté de Jean-Luc Mélenchon de rester, mais c'est l'avenir politique de son mouvement, à mon avis. C'est-à-dire que pour 2022, peu doutaient de sa volonté d'y retourner depuis plusieurs mois, même avec les perquisitions, etc. C'est quelque chose qu'il habite, c'est totalement consubstantiel, puisque c'est un mot qu'il utilise lui-même, qui est du vocabulaire théologique, mais qu'il s'approprie. C'est quelque chose qu'il habite. Mais moi, sur quoi je m'interroge, c'est l'avenir de son mouvement. Karine Bécard, on l'entend, elle dit c'est quand même moi qui ai fondé la boutique, il n'y a pas vraiment d'introspection. En tout cas, ça n'a pas eu lieu en public ce week-end. Alors voilà, je crois que c'est important le mot apparent que Sophie Dravinel a utilisé. Après, alors moi il m'a fait l'impression ce week-end d'être bougon en fait. Alors de nous faire du Mélenchon, mais dans toute sa splendeur, en étant très bougon. Ça dure 1h20 quand même, sa bougonnerie, donc c'est très très long. Mais il me donne le sentiment surtout, quand je prends un peu du recul, de me dire, en fait il est coincé. C'est-à-dire que lui-même est coincé, c'est-à-dire s'il ne fait plus tout ça, il fait quoi ? Rien. Ça, c'est une perspective qui est inimaginable, je crois, pour lui. Et surtout, s'il s'en va, le parti devient quoi, la France insoumise ? Rien. J'ai le sentiment qu'il n'y a personne derrière Il y a tellement pour reprendre les personnalisé, choses. ça se retourne un peu contre lui. Et donc là, il est coincé.
encore, enfin voilà, comme Emmanuel Macron tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'il est pris à son propre piège. Ah oui, non, mais tout à fait. Et lui aussi est pris à un piège qu'il a cherché et dont il n'est qu'en partie responsable. Parce que, effectivement, cette incarnation, la Ve République, il la joue à plein. François Mitterrand. S'il appelle à une 6e République. Oui, non, mais c'est ça. Mais en même temps, c'est toutes les contradictions du personnage. Et c'est ce qu'il a comme côté qui est assez touchant aussi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est totalement donné à cette mission de rester dans l'histoire ou de sauver la France. Enfin, son côté, bon. Après, je pense qu'il est coincé. Il s'est fait coincer par Emmanuel Macron. Je partage parfaitement votre avis, Karine Bécard. Et il est coincé par Marine Le Pen, qui est son ennemie intime absolue, et par le fait qu'il y a avec elle une espèce je dirais pas convergence, parce que là, ce mot est impossible à prononcer, mais il y a quelque chose d'un électorat commun qui est évidemment celui du souverainisme, même s'il s'est battu contre dans cette dernière campagne des européennes, mais qui est celui du peuple contre l'oligarchie. Et il est en train de se faire dépecer. Et il est en train de se faire dépecer, il est en train de se faire déshabiller, et on a l'impression qu'il veut mourir au combat. Il veut mourir sur le champ de bataille, et il ne quittera pas avant. C'est notre devoir de nous opposer. Il y a quand même des changements qui sont intervenus ce week-end. Il y a un organigramme qui a été soumis au vote des militants. Ça, c'est un début de réponse aux critiques internes, Karine Bécard. Oui, mais ça n'a pas empêché, par exemple, il me semble, dans l'après-midi ou ce matin, une de ses cadres encore de partir. Le Breton ce matin. Le Breton, voilà. Pourquoi ? Parce qu'elle juge qu'il n'y a pas suffisamment de remise en cause, parce qu'il a tapé encore trop fort sur ceux qui demandent effectivement à ce qu'il y ait un peu plus de démocratie au sein du parti. Donc ce parti est nécrosé et il est en train de... Alors justement, c'est pour moi, c'est pas la différence, si je peux me permettre, c'est que c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il a cette chance de ne pas avoir constitué un parti, ça reste gazeux, et donc il peut se permettre de dire, bon, il y a des bouts qui tombent. Manon Le Breton, c'était une proche de Charlotte Girard. C'est vrai qu'il y a eu le deuil de Charlotte Girard, qui était... ce mot est un peu dur à utiliser, parce qu'elle est elle-même la veuve de François Delapierre, qui était ce grand proche de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a une partie qui est tombée, c'est elle souverainiste un peu. Et en même temps, le parti continue, et ils ont une espèce de force militante qui reste avec la conviction que ils sont les seuls sur les terrains, etc. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et là, je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a une espèce de mur apparent, et derrière quelque chose qui s'effrite et qui finira avec par Adrien Quatennens, un député du Nord qui prend du galon. Il sera coordinateur, mais on sait malgré tout qu'il reste très proche de Jean-Luc Mélenchon. Puis très jeune, surtout, avec une expérience politique qui reste très faible. Alors il est assez impressionnant. Voilà, celui qu'on a vu comme notamment... Mathilde Panot au groupe d'ailleurs. Et dans les débats au moment des européennes, c'est vrai qu'il a été bluffant. Quatennens. Mais de là à avoir toute comment je pourrais dire, toute l'habileté, toute l'agilité parfois politique dont il faut savoir qu'il faut savoir manier, je suis pas certaine qu'il ait encore ça. C'est un jeune homme qui est à peine trentenaire. Et puis tout dépend de qui en fait va à côté d'eux, à gauche, réussir à se reconstruire. Évidemment, il y a la force des écologistes, Yannick Jadot, il y a celle de la social-démocratie avec Bernard Cazeneuve qui a l'air de vouloir partir un peu au front, mais qui va réussir à gauche Clémentine Autain a tenté, je ne sais pas où ça ira, sa tentative de construire autre chose au sein du mouvement, tout en... Mais au-delà de construire, en fait, ce qu'on perçoit dans la France Insoumise en ce moment, je trouve, c'est qu'ils sentent plus ce qui se passe sur le terrain. Oui. Depuis les Gilets jaunes, ils ont complètement perdu pied avec ce qui normalement leur parle eux, c'est-à-dire le peuple. Les seuls à avoir été sur le terrain. Et ça ne risque pas de changer vu qu'hier, justement, il n'y a pas eu vraiment d'introspection. Merci. Merci, mesdames. Absolument. Merci à toutes les deux. On va plus loin. On continue avec notre grand débat. #OVPL pour agir sur Twitter. L'avion est-il devenu le nouvel ennemi du climat ? Des parlementaires de tous bords dénoncent les attaques répétées à l'encontre des transports aériens. Ils s'inquiètent de la suppression possible de certaines lignes intérieures. Sans remettre en cause, disent-ils, l'urgence écologique, ils mettent en garde contre de solutions démagogiques, je cite, qui sacrifieraient les territoires. Samia Dechir. Stop à l'avion bashing, dit une centaine de parlementaires. Leur tribune, publiée ce week-end dans le journal du dimanche, s'inquiète des attaques de plus en plus nombreuses, disent-ils, contre l'avion jugé trop polluant. C'est un mode de transport vital pour les zones enclavées, disent les signataires. La plupart sont des élus de territoires mal desservis par le train ou l'autoroute. Dans le Cantal dont Bernard Delcros est sénateur, il faut quasiment une journée pour relier Paris par les rails.
Aujourd'hui, on a des entreprises dont les chefs d'entreprise se rendent chaque semaine à Paris. Ces chefs d'entreprise, si on leur propose à la place de l'avion qui met, mettons, 1h15, si on leur propose le chemin de fer avec 7 heures de trajet, forcément, ils vont réfléchir à la délocalisation de leur entreprise. Ne traitons pas tous les territoires de la même façon. Regardons concrètement les moyens de transport dont ils disposent et agissons en conséquence. Et quand l'avion devient le seul moyen efficace de transport, eh bien évidemment, il faut conserver l'avion. Nous ne sommes les représentants d'aucun lobby, disent les signataires. S'ils reconnaissent la nécessité d'adapter nos modes de transport face au réchauffement climatique, ces élus de la ruralité demandent un traitement différencié entre les territoires enclavés et les grandes métropoles. Et avec nous ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Ouzano. Bienvenue à vous. Vous êtes directeur du think tank The Shift Project. C'est un think tank qui traite des questions énergétiques et écologiques. Également sur ce plateau, Nicolas Policène. Bonsoir. Vous êtes délégué général de l'Union des aéroports français, UAF. J'accueille également Karima Delli. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes députée européenne Europe Écologie Les Verts et présidente de la Commission des Transports et du Tourisme au Parlement européen. Et puis Jean-Yves Leconte est également avec nous, sénateur socialiste. Vous représentez les Français établis hors de France et vous êtes parmi justement les signataires, les 93 parlementaires de tous bords, on le disait, de cette tribune. Arrêtez de taper sur l'avion. De quoi avez-vous peur exactement, Jean-Yves Leconte ? Moi, je considère que l'ensemble des territoires français doivent pouvoir être reliés à l'international. Je l'ai vécu dans ma vie précédente. Je sais combien, s'il n'y a pas la capacité de lier un territoire à d'autres villes et d'autres pays du monde, ces territoires n'ont pas les mêmes opportunités économiques. Et donc c'est important finalement de pouvoir donner à ceux qui n'ont pas bénéficié d'investissements dans le domaine du ferroviaire depuis des dizaines d'années parce qu'ils n'ont pas été privilégiés par les lignes de TGV en particulier, de pouvoir malgré tout continuer à avoir une activité économique. Je crois que c'est indispensable. C'est le sens de ma démarche. Je ne suis pas élu de la ruralité, mais je suis néanmoins sensible à cet appel. Ces arguments, Karima Delli, puisque dans cette tribune, il y a aussi la sénatrice du Cantal, la sénatrice RDSE, Jean-Josiane Costes, elle a dit, par exemple, pour aller à Aurillac, qu'il faut 7 heures de train depuis Paris, avec 2 changements, parfois des bus de substitution. Une ligne aérienne, c'est ce qui maintient, dit-elle, une grande partie du département en vie. Il doit être connecté au reste du pays. Vous entendez ces arguments ? Je les entends, sauf que pour moi, ce qui est important, c'est que les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre à l'échelle européenne. Lorsqu'on regarde réellement la part de l'aviation, c'est 12%, c'est énorme. Si on continue comme ça, il va falloir 3 planètes. C'est pas possible, vous avez vu, on est en pleine canicule aujourd'hui. Le réchauffement climatique, lui, ne nous attend pas. La planète est en train de se réchauffer et je considère que l'aviation doit prendre sa part, justement, de responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous, au Parlement européen, nous allons nous battre pour une taxe kérosène. Parce que c'est justement un des carburants qui est le moins taxé. Donc ça. Ensuite, pour revenir à votre sujet très concret, il y a des lignes intérieures qui n'ont pas besoin justement de vol intérieur, parce qu'elles sont déjà reliées. Quand vous faites, moi je fais Paris-Bruxelles, le train est là, tout va bien, on n'a pas besoin de prendre l'avion, parce que l'avion c'est 40 fois plus consommateur notamment d'énergie et de CO2, d'émetteurs de CO2, que le train. Donc moi, ma préoccupation majeure, et je vous le dis, c'est qu'il y a certaines lignes aujourd'hui où il y a des vols internes qui ne servent pas à rien, mais en même temps, il faut redynamiser sur les territoires l'activité, notamment ferroviaire. Nicolas, ça va être ça l'enjeu. Je rappelle que vous représentez ici l'Union des aéroports français. Que pensez-vous justement de ces prises de position des parlementaires ? Oui, donc je représente tous les aéroports français, quelle que soit leur taille. Je crois que l'idée de supprimer les lignes intérieures est une aberration parce que tout simplement, ça part de présupposés qui sont faux, c'est-à-dire que l'avion est concurrent du train. Or, l'avion, en fait, est complémentaire du train. Quand on prend le trafic vers Paris, d'aéroports comme Lyon ou Nantes, les passagers vers Paris, c'est moins de 20% du trafic. Et l'essentiel de ces passagers, ce sont des passagers en correspondance qui sont acheminés vers le hub de Roissy, par exemple. Donc, la suppression de certaines lignes intérieures, c'est affaiblir le hub de Roissy, parce que les gens passeront par d'autres hubs européens, comme Francfort ou London Heathrow, et ça ne fera pas gagner des passagers au rail. Ouais. Mathieu Ouzano. L'avion pose un problème climatique,
pose un problème de consommation d'énergie fossile. On a pris un engagement qui consiste à baisser de 30% la consommation d'énergie fossile d'ici à 2030. Quand on voit qu'on renacle là-dessus, qu'on renacle à faire des efforts sur des éventuelles obligations de rénovation des bâtiments, ça veut dire que tout simplement, on pourrait quasiment d'ores et déjà prendre les accords de Paris et en faire des papillotes. Mais là où il ne faut pas confondre les outils avec la stratégie, je vous rejoins complètement. Si on n'a pas d'alternative à l'avion, il est évident que c'est un problème. Si on n'a pas d'alternative pour se déplacer rapidement, ce qui veut dire qu'il ne faut pas refaire la même erreur qu'on a fait avec la taxe carbone dans le cadre de la crise des Gilets jaunes. Il faut que la nation discute pour concevoir une stratégie cohérente à la hauteur de l'engagement de l'accord de Paris, mais aussi à la hauteur des réalités concrètes des gens. Et pour l'instant, on parle de taxes. Alors, il y a de la place pour taxer l'avion. De la part des Français en termes de mobilité, on parle pas d'interdire. À la place de ces gens qui habitent dans le Cantal et qui sont mais il n'est pas question d'interdire dans ce qui a été mis sur la table par les parlementaires, d'interdire les vols intérieurs. Il est question de rééquilibrer un peu un mode de transport qui n'est guère taxé. Ce dont on parle, c'est d'augmenter la taxe Chirac, qui constitue de l'ordre de 1 euro, 1,50 € sur la valeur d'un billet qui vaut 100 €. Donc il y a un petit peu de marge. Il y a des pays qui avancent là-dessus. Mais surtout, il ne faut pas confondre cet outil qu'est la taxe carbone avec une stratégie cohérente, sinon on ira à nouveau dans le mur comme avec la taxe carbone sur les carburants. Dire que le transport aérien n'est pas taxé, c'est faux. C'est 1,7 milliard de taxes spécifiques par an, ce qui n'est pas rien. Et vous avez cité par exemple la taxe de solidarité que seul le transport aérien porte, puisque c'est la fameuse taxe Chirac lancée en 2005, qui devait être suivie par le monde entier et qui n'a été suivie par personne. Donc l'objectif était louable, c'est l'aide au développement. C'est une taxe que le transport aérien acquitte depuis une dizaine d'années. Donc voilà une taxe spécifique que d'autres secteurs ne portent pas. On a un problème d'ordre de grandeur. La TICPE, c'est un peu la taxe sur les carburants, ça rapporte à l'État quelque chose comme 35 milliards. Quand on met bout à bout toutes les aides pour acheter des voitures moins chères, pour faire des travaux de rénovation énergétique, on arrive à peine à 2 milliards. On a la même chose, on a le même phénomène sur la concurrence entre l'avion et le train. L'avion qui émet du CO2, le train qui, grâce au nucléaire et au barrage français, on a émet beaucoup moins. On va peut-être voir justement les émissions de CO2. On a fait le comparatif justement, par exemple, pour Paris-Marseille. En avion, ça représente environ 92,5 kg de CO2 par passager. En train, 2 kg seulement. Ça, c'est justement la Direction générale de l'aviation civile et la SNCF qui nous donne ces sources. Il n'y a pas vraiment de débat, Jean-Yves Lecomte, en termes justement d'impact sur le climat quand on voit... Ah non, mais il n'y a pas de débat, c'est clair. C'est clair, simplement, même si aucun des amendements qui ont été présentés ou défendus à l'Assemblée nationale ne visait en particulier Paris-Aurillac, parce que c'était... non, mais il faut le dire. Ouais. Toutefois, moi je pense qu'il ne s'agit pas non plus déjà même le transport aérien a fait des progrès. Je veux dire, il ne s'agit pas de le défendre plus que ça par rapport au train. Mais moi, je voudrais aussi qu'on regarde les investissements qui ont été faits dans le train depuis 15 ans. Et quand on nous présente une nouvelle stratégie pour le train, ce n'est pas d'investir dans de nouvelles infrastructures, c'est de faire de la concurrence sur les lignes existantes. Enfin, c'est pas très sérieux par rapport... Et là, pour le coup, on n'entend personne. Alors qu'on aurait besoin d'autre chose qu'une stratégie de la SNCF qui remplace les trains par des autocars sans que personne ne dise rien. Et pour le coup, moi je suis assez étonné que quelqu'un comme M. Ruffin qui défend des emplois sur son terrain, mais c'est vrai qu'il y a Beauvais juste à côté. Donc pour lui, c'est pas un sujet. Mais là où on a besoin de défendre les emplois, on a besoin de communication avec le monde. Alors, c'est vrai qu'après, si on veut développer, et c'est d'abord sur les petits avions en plus, si on rentre sur les aspects techniques, c'est d'abord sur les petits avions qu'on pourra faire le plus de progrès en termes de diminution des émissions de CO2. Donc il ne faut pas non plus tirer sur des choses dont on ne maîtrise pas complètement. Oui, je voudrais quand même rappeler que le transport aérien répond à des besoins de mobilité des Français. Le trafic domestique, c'est quand même 27% du trafic français, donc à peu près 52 millions de passagers. Et quand on regarde, par exemple, entre 2008 et 2018, les liaisons transversales, c'est-à-dire région-région, c'est un des segments les plus dynamiques. C'est plus de 64% d'augmentation, alors que les radiales, c'est-à-dire Paris-Région, ça stagne. Donc ça répond à un vrai besoin de mobilité. C'est complémentaire avec le rail, parce que sur un Caen-Toulouse ou un Strasbourg-Toulouse, vous n'avez pas d'efficacité du TGV, puisque vous mettez plus de 6 heures, 7 heures en train, alors qu'en avion, c'est 1 heure
heure et demie. Et c'est pour ça que je voudrais réinsister sur cette idée que le transport aérien est véritablement complémentaire du rail. Alors, ce qui ne veut pas dire effectivement qu'on n'a pas des responsabilités en matière environnementale, mais ce que nous disons, c'est que la solution, elle est à trouver dans le transport aérien lui-même et pas dans un report modal illusoire. Personne ne prendra plus le train par rapport à l'avion puisqu'il n'y a pas de concurrence et non pas dans une taxation qui n'aurait pas d'effet. Il y a la recherche qui peut effectivement provoquer des ruptures technologiques et il y en a qui vont venir. Mais ça fait 2 siècles qu'on nous dit qu'on va trouver la technicité qui va nous permettre justement de polluer moins. Aujourd'hui, on danse sur une planète qui est aujourd'hui à bout de souffle. Je vous le dis, il nous reste 10 ans pour essayer de renverser la courbe des températures. Tout à l'heure, vous avez parlé des taxes, c'est très intéressant parce qu'il y a un secteur, c'est le kérosène. Le kérosène est le dernier carburant fossile non taxé. Et bien là, il y a un problème. Donc maintenant, il faut que l'aviation, ce secteur, oui, participe au gaz à effet de serre. Et donc, il faut qu'il participe justement à sa contribution sur le taxe. Ça, sur une vraie taxe kérosène. Les Suédois sont en train de le faire. Sur ce point, on va entendre Brune Poirson. Oui, allez-y. Oui, non, mais je sais, Brune Poirson a dit, j'étais à la conférence internationale pour notamment la mise en place d'une taxe kérosène. La France dit... Pas chez nous, mais si vous le faites à l'Europe, c'est super. Donc on n'est pas exemplaire. On va juste après. On va la réécouter, la secrétaire d'État. Moi, je trouve ça totalement anormal qu'il y ait des avions dans le monde qui continuent à voler sans aussi prendre leur part pleine et entière de la transition écologique et solidaire. Prenez des taxes sur le kérosène ? Mais bien sûr. À l'échelle française, une taxe sur le kérosène, c'est pas compliqué. Les avions, quels qu'ils soient, ils vont aller faire leur plein en Belgique, en Angleterre, ailleurs. Donc il faut le faire au niveau européen. Il faut aussi repenser la façon dont on fait les choses. Il n'y a pas qu'une taxe sur les kérosènes. Pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas les avions ? La technologie, par exemple, il y a des avions qui pourraient peut-être un jour transporter 300 personnes ou plus et fonctionner à l'énergie solaire. Voilà, c'est ça, c'est le peut-être un jour. Peut-être un jour, le Père Noël va arriver, peut-être un jour. Donc maintenant, il faut... Il y a quand même... Vu l'esprit, le gros porteur solaire, c'est l'esprit, pas la puissance pour décoller. Il faut arrêter le délire. Non, mais je vous le dis tout de suite, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur ces questions-là. Là, on n'est pas prêt sur l'hydrogène, on n'est pas prêt sur l'électrique, même si on a un prototype qui est exceptionnel, qui s'appelle Solar Impulse, avec Bertrand Piccard. À la vitesse d'une mobilette. Voilà, donc maintenant, il transporte une personne. Ne croyez pas, Elon Musk, que demain, tout le monde sera sur Mars. Tout ça, c'est des balivernes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre au sérieux la question. La première chose, c'est véritablement de regarder ce qui se passe à l'échelle même de la France. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle de la France ? C'est que les lignes aériennes les plus fréquentées en France, elles sont desservies par le train. Et donc, vous avez raison, l'alternative, elle est là, c'est le train. Mais encore faut-il qu'on ait des objectifs de rénovation, de relance du train. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Il y a aussi, un problème qu'on n'a pas encore abordé, un problème de prix, notamment sur les billets, parce que parfois, ça coûte moins cher de prendre l'avion que de prendre le train. Alors justement, sur ça, et ça va être une des grandes batailles de l'Union européenne, pourquoi ? Parce que tout le monde dans le secteur de l'aviation me dit, mais Madame Dely, vous allez supprimer des emplois. Je rappelle que le secteur, notamment de l'aviation et de l'aéronautique en France, c'est 320 000 emplois. De 2010 à 2015, on a perdu 11 000 emplois. Mais 11 000 emplois, on ne les a perdus pas parce qu'il y avait la taxe kérosène, parce qu'on n'a pas travaillé sur nos concurrents. Les concurrents, c'est qui ? C'est les compagnies du Golfe et les low cost. C'est la raison pour laquelle on a mis en Europe ce qu'on appelle un règlement 868. Excusez-moi pour la technicité. C'est juste pour, maintenant, ça suffit. Il faut arrêter le dumping social, arrêter le dumping fiscal sur ces compagnies. C'est un combat qui est réellement à mener. La troisième chose et dernière chose, c'est qu'il y a entre 800 km et 1200 km, justement. Quand on regarde les passages par les vols, tout ça, on pourrait le faire par quoi ? Par la relance, notamment des trains de nuit. Ils sont où les trains de nuit ? En France, ils ont été complètement abandonnés. Ça va être un des objectifs de la relance des trains de nuit partout en Europe. Et ensuite, Nicolas Policenne. Oui. Non, à partir du moment où on s'est engagé à baisser de 30% la consommation d'énergie fossile en France, encore une fois, soit on fait des papillotes tout de suite avec l'accord de Paris, soit il faut une stratégie globale où il faut comprendre et attention à ne pas à nouveau prendre l'outil pour une stratégie. Il ne suffit pas de taxer, de se dire ça va se faire par miracle. Non, il faut une stratégie cohérente. C'est symptomatique qu'au moment de la réforme de la SNCF, on n'ait pas dit un mot là-dessus. Alors qu'on a un avantage comparatif très intéressant avec ça. La Policenne. Est-ce que demain on va tous prendre les trains de nuit ? Voilà, il faut pas avoir inquiète le secteur. Non, mais en fait, la mobilité, c'est comme la biodiversité. C'est un panel d'outils.
Oui, il ne faut pas avoir une vision trop hexagonale parce que je rappelle qu'on a aussi des collectivités ultramarines pour lesquelles l'avion est important. Donc toute taxation surenchérira aussi les connexions de ces collectivités outre-mer vers le reste du monde. Bon, il est important effectivement que si taxation il doit y avoir, ce soit dans un cadre européen parce que sinon on se tire une balle dans le pied et c'est simplement les aéroports français qui sont déjà dans une situation compétitive moins avantageuse que d'autres qui en supporteront les conséquences. Donc, à tout le moins que ce soit au niveau européen, il faut quand même remarquer que les pays les plus allants sur la taxe européenne, les Pays-Bas, la Suède, ce sont aussi les pays où le transport aérien est le moins taxé. Donc, c'est ce qui explique peut-être aussi leur vertu. Mais la Grande-Bretagne est toujours atypique. Dans le routier, c'est exactement la même chose. Et je ne crois pas beaucoup aux idées de report modal. Il y a 10 ans, on parlait beaucoup d'autoroutes ferroviaires. Il y en a encore très peu. Et il n'y a pas eu moins de camions sur les routes et donc ce sera exactement pareil. Il n'y a pas de report modal puisque de toute façon l'avion n'est pas en concurrence, en tout cas sur les lignes principales avec le train. Oui. Moi je crois d'abord qu'on manque en Europe d'une vraie politique pour le train. Moi je suis frappé de voir que dans beaucoup de cas les étudiants plutôt que d'utiliser le train ils utilisent le Blablacar parce que c'est moins cher. Ça consomme peut-être moins de ça émet peut-être moins de CO2 que l'avion, mais ceci étant, c'est une question de prix et donc une question de politique publique de ce côté-là. Et ça fait 20 ans qu'on ne fait rien et qu'on privilégie l'investissement dans certaines lignes, donc c'est un vrai sujet. Après, moi je suis désolé, mais c'est pas parce que, quelle que soit la nature de la situation actuelle, et c'est vrai qu'elle est grave en termes d'évolution des conditions climatiques et de la planète, mais on ne va pas s'arrêter simplement en disant allez pleurer. Il faut analyser les choses de manière rationnelle et voir quand même que sur un certain nombre de sujets, on est capable de faire des améliorations techniques. De toute façon, on peut faire des efforts, mais de toute façon, les efforts, ils doivent être... le climat ne s'arrête pas à la frontière et par conséquent, si on est les seuls à les faire, ça ne marche pas. Sur l'avion, quelles améliorations techniques ? Mais il y en a. Mais comme quoi, par exemple ? Je voudrais quand même rappeler... Non, mais comme quoi ? Tous les améliorations techniques... Il y a des recherches sur l'avion, sur le train depuis un siècle ont contribué à faire des avions plus gros, qui vont plus vite et qui transportent plus de monde. Ils appellent l'effet rebond. Mais non, vous avez des recherches qui sont faites aujourd'hui pour reprendre la puissance derrière les réacteurs. Vous avez du travail sur les rendements. Un véhicule thermique qui est avec un moteur moderne, il est aujourd'hui plus efficace qu'un hybride il y a 4 ans. On fait des progrès. Il ne s'agit pas simplement de dire la situation est grave et on va pleurer. Non, on agit en trouvant des solutions techniques et de manière rationnelle. Et sur ce sujet comme sur les autres. C'est pas une stratégie purement technique. Non, mais on a besoin, on ne peut pas... D'accord, on n'a pas besoin, pas que la technique, mais ne réfutez pas la technique aussi. Non, je dis pas ça. Quand j'entends la ministre, la secrétaire d'État nous parler d'avions solaires gros porteurs, non. Ah mais ça je suis d'accord. C'est une vue de l'esprit. Je suis d'accord. Ceci étant, améliorer les rendements, c'est possible. On pourrait faire des améliorations sur ce qu'on appelle l'optimisation des flux, par exemple. C'est-à-dire au sol, avant qu'un avion démarre, il faut retracer pour voir à quel moment réellement il décolle ou lorsqu'il atterrit. Là, on peut... Mais ça ne changera absolument rien. C'est une goutte d'eau comme solution. C'est ça qu'il faut dire. Donc, je voudrais revenir sur... Il y a en moyenne une réduction de 2%, 2 à 3% des émissions des avions tous les ans compte tenu de renouvellement des flottes. Il faut faire attention parce que... C'est pas assez, mais c'est déjà ça. Je peux vous le dire. Sur ce sujet-là, l'aviation, dans les projections, va être multipliée par 10, 20, voire 40 dans les années à venir. Donc, il faut absolument prendre des mesures tout de suite. Ça, c'est la première chose. Il n'y a pas de prise de conscience parce qu'on a beaucoup parlé de ce mouvement. C'est pour ça qu'il de l'avion qui est parti de Suède et on voit qu'il y a déjà un impact sur le trafic aérien. Il y a une prise de conscience, je peux vous le dire. Moi, je reviens des Pays-Bas en train. Il y a tout un mouvement de citoyens qui disent « je veux participer concrètement à la lutte contre le réchauffement climatique ». Donc, ils disent « on va prendre plus le train que l'avion ». Et je peux vous le dire, c'est ce qu'ont fait les Suédois. Les Suédois ont dit « on va mettre une taxe sur les billets ». Et cet argent a été justement réinvesti dans le ferroviaire. Et vous savez quoi ? Il y a eu un bond incroyable, puisque le ferroviaire, plus 10% à un an où les gens prennent le train. C'est extraordinaire. Moi, je pense que l'effet rebond sera là. La deuxième chose, vous parlez du report modal. Alors, désolé les téléspectateurs, c'est un peu technique, mais le report modal, c'est très simple. Pourquoi il ne s'est pas fait sur le routier, contrairement à d'autres, par exemple ?
C'est très simple, parce que nous n'avons pas de taxe, notamment routière. Les autres pays, ils ont mis en place une taxe sur les poids lourds, et les poids lourds, ils se retrouvent où? Sur les trains, ce qui fait qu'on relance le fret ferroviaire. En France, on ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qu'on attend? Nicolas Polissen. Est-ce que les compagnies aériennes... Attendez, et ensuite, je voudrais dire une dernière chose qui est importante, et c'est pour vous, monsieur le sénateur, si vous permettez. Vous avez dit, mais oui, la France n'a pas eu une vraie vision sur sa politique de transport dans le train. Vous avez raison, ça fait 30 ans que la France investit sur le TGV, c'est coûteux, etc. Et elle a délaissé quoi? Ce qu'on appelle son réseau secondaire, les petites lignes. Alors qu'aujourd'hui, il faut réactiver ces petites lignes pour justement faire en sorte que les fractures territoriales... Et pas que les petites lignes, d'ailleurs. Non, mais pas les autres. C'est la raison pour laquelle nous allons porter au niveau européen un plan de rénovation les compagnies aériennes, ferroviaire. justement, promettent de s'améliorer en matière d'environnement? Oui, juste sur la taxation. Enfin, moi, je ne pense pas qu'une taxation franco-française, quel que soit le mode de transport, ça provoquera donc un report modal, mais c'est un autre débat. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer d'abord les efforts déjà réalisés par le secteur, puisque en une quinzaine d'années, la performance énergétique au passager kilomètre s'est améliorée. On a moins 25% d'émissions de CO2 par passager kilomètre. Donc ça, il faut le rappeler constamment, et que le secteur s'est engagé aussi à une croissance neutre par le dispositif Corsia à partir de 2020. Il y a également des engagements de diviser les émissions de CO2 de moitié d'ici à 2050. Donc il y a des engagements de la profession dont il ne faut pas faire fi, et chacun est parfaitement conscient de ces difficultés. Les aéroports eux-mêmes, pour les émissions qui dépendent d'eux, sont engagés dans un programme qui s'appelle le programme Airport Carbon Accreditation, alors qu'on représente 0,1% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais néanmoins, nous sommes engagés. Il y a 40 aéroports français qui sont engagés dans ce programme, qui est un programme tout à fait sérieux, reconnu internationalement. On va prendre dans quelques jours des engagements supplémentaires. Donc c'est pour ça que je crois qu'il faut souligner les efforts et les progrès qu'on est en capacité de faire. Alors c'est vrai que l'avion électrique, c'est plutôt pour l'hélicoptère et le petit avion dans les 5 ans qui viennent, 2025, disons une petite dizaine d'années. Pour les gros porteurs, c'est plus loin, mais il y a la filière biocarburant qu'on peut développer, parce que le biokérosène peut être une solution d'attente en attendant effectivement d'avoir des gros porteurs qui soient avec des énergies. C'est un point intéressant. C'est un point intéressant, le biocarburant. En fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut une stratégie globale, qu'elle soit nationale ou européenne. Il faut une stratégie globale. Aujourd'hui, par exemple, tout le monde mise sur le biométhane, sur les biocarburants. Tout le monde se dit, par exemple, tiens, on va s'en servir pour remplacer le gaz naturel. Le problème, c'est un problème de ressources, en fait. Et personne n'a fait vraiment ce travail. France Stratégie ébauche ce travail, mais à peine. Au niveau européen, on a à peine ébauché ce travail de savoir comment on fait boucler l'équation, encore une fois. La France, l'Europe, je répète, se sont engagés à baisser de 30% leur consommation de carburants fossiles. On ne sait pas le faire avec la bagnole individuelle et l'avion. On ne sait pas le faire, malgré effectivement les améliorations d'efficacité énergétique qui ont été signalées. On ne sait pas le faire, ça ne boucle pas. Voilà, et je rappellerai quand même, si le bilan environnemental du train est effectivement plus performant que les autres modes de transport, c'est en ne comptant pas les travaux qui sont nécessaires à l'établissement d'une ligne. Donc il faut aussi ça prendre en considération. Autant utiliser un transport aérien pour désenclaver certaines régions comme l'Auvergne, plutôt que de payer des fortunes pour installer des lignes LGV qui en plus auront un coût environnemental. Non, mais c'est manger sur la durée de vie des lignes LGV. Non, mais ça pardon, mais c'est pas... Oui, parce qu'il y a souvent, en fait, à chaque fois que j'entends biocarburant, moi, je trépigne un peu, parce qu'en fait, la plupart des temps, quand la première, deuxième génération, ça reste encore des agricarburants. C'est-à-dire qu'effectivement, on les met dans cette zone parce qu'ils sont renouvelables, mais en fait, ils consomment aussi. Voilà, donc c'est loin d'être l'idéal. Et deuxièmement, même remplacer le thermique par l'électrique n'est pas une solution en soi. On connaît le problème des batteries, des terres rares, des autres conséquences. Et je crois que tant qu'on n'a pas de solution miracle, il faut essayer de chercher partout, sachant que le plus important, c'est de maintenir, d'avoir un rendement, de travailler sur les rendements des moteurs. Oui. On a commencé justement avec cette inquiétude des territoires. Est-ce qu'on peut trouver un compromis justement pour ne pas les pénaliser? Les pénaliser, ça veut dire
les écouter, mais surtout leur faire une offre qui soit compatible. Aujourd'hui, il y a énormément de territoires qui ont été désertés parce qu'il n'y a plus d'offre de mobilité, alors qu'hier, il y avait des trains. Il y avait aussi beaucoup de transports publics. Ils doivent continuer à avoir le choix, train, avion, justement, voiture, mais de bus. toute manière, vous allez voir que les comportements vont changer. Parce qu'on n'aura pas le choix. On est en période de canicule. Je dirais juste une chose, c'est que vous avez dit les biocarburants. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas de l'huile de palme. Et alors que ça a été interdit par l'Europe. C'est un autre débat, Karim Abelli. Mais il faut le dire. Parce que merci, la en tous les cas. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci Jean-Yves Lecomte. Merci Mathieu Ozano et merci à vous Nicolas Policène. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain à cette même place, vous retrouverez Rebecca Fitoussi à suivre sur Public Sénat et LCP Assemblée nationale. Audition publique. Invité ce soir Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Et puis demain dans Territoire d'Info, c'est Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, qui sera l'invité de notre matinale. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.